La plupart des jardiniers pensent bien que l'hiver détruit leur sol. En réalité, l'hiver peut générer plus de fertilité en 90 jours qu'un été entier, à condition de savoir l'activer. Sous un manteau de neige, la vie du sol ne s'endort pas. Elle peut même décupler d'activité, transformant la terre gelée en une usine silencieuse de microbes qui convertissent les matières premières en nutriments pour le printemps suivant. Avec seulement un après-midi de préparation en automne, vous pouvez transformer les mois les plus froids de l'année en votre saison la plus productive. Pas de bac à compost, pas d'amendements coûteux et aucun travail n'est requis après octobre. Aujourd'hui, vous allez découvrir deux systèmes pour régénérer votre sol pendant l'hiver. Le premier est assez simple pour que les débutants puissent l'exécuter sans outils de spécialisés. Le second s'adresse aux planches si compactées que vous pouvez à peine y enfoncer une fourche bêche, un sol piétiné ou une argile qui sèche comme du béton. Les deux méthodes utilisent le même principe. Nourrir les organismes du sol à l'automne, les isoler tout au long de l'hiver, et au printemps, vous aurez une terre qui s'émiette entre vos mains. Commençons par la version simple, car l'effort minimal qu'elle demande semble presque injuste. Si vos planches de culture sont épuisées, mais pas totalement ruinées, si vous pouvez encore creuser sans heurter une semelle de labour dure comme du béton, cette méthode restaure la fertilité en utilisant trois types de graines et les feuilles que vos voisins empilent sur le trottoir. Semez votre culture de couverture fin août ou début septembre, immédiatement après avoir arraché vos tomates et vos poivrons. Le mélange est simple. Pois fourragés, avoine et vesse velue dispersés sur le sol nu. Aucune précision n'est nécessaire. Il suffit de les semer à la volée. Incorporez-les au râteau dans le premier centimètre et demi de sol. Arrosez une fois si la terre est sèche, puis oubliez-les. Ce ne sont pas des plantes exigeantes. L'avoine germe en une semaine, établissant un couvert vert rapide. Les pois fourrageux suivent, leurs racines développant des nodules blancs qui extraient l'azote de l'air pour le stocker sous terre. La vesse velue, la plus lente à démarrer, se tisse dans le mélange avec de délicates fleurs violettes si on lui laisse assez de temps. Fin octobre, vous aurez une biomasse arrivant aux genoux, là où les mauvaises herbes auraient autrement pris le dessus. Ce tapis vivant travaille pour vous, fixant l'azote, nourrissant les organismes du sol via ses racines et étouffant la concurrence. Avant que le gel intense ne fige tout, vous devez coucher la culture de couverture. Utilisez un rouleau de jardin si vous en avez un. Sinon, attachez des planches à vos bottes et marchez sur la planche en faisant des pas chassés jusqu'à ce que les tiges plient et craquent. L'objectif n'est pas de tuer complètement les plantes, mais simplement de les briser pour qu'elles restent au sol. Elles reposeront sur la planche comme un tapis tissé, toujours enracinées et vivantes sous terre pendant encore quelques semaines. Ensuite, recouvrez le tout sous des feuilles mortes, de 15 à 30 cm d'épaisseur lorsqu'elles sont en vrac, ce qui se compactera à environ 8 à 15 cm sous le poids de la neige. Utilisez de l'érable, du chêne ou tout ce qui est disponible. Les feuilles isolent la planche, emprisonnant la chaleur et l'humidité en dessous. À mesure que la neige s'accumule pendant l'hiver, elle ajoute une autre couche de protection. La plupart des gens ne réalisent pas que sous cette double couverture, le sol ne gèle jamais complètement. Il reste entre 2 et 7 degrés Celsius, même lorsque les températures de l'air chutent bien en dessous de zéro. Les vers de terre restent actifs. Les microbes continuent de décomposer les racines et les tissus végétaux. La décomposition ralentit mais ne s'arrête jamais vraiment. L'eau de la neige fondante s'infiltre à travers les couches, maintenant le tout humide. L'oxygène pénètre la structure meuble des feuilles, évitant la pourriture. En mars, quand vous retirerez ce qu'il reste de feuilles, vous trouverez un sol sombre et grumeleux, riche en matière organique décomposée et grouillant de vie. Vous pouvez y planter directement sans ajouter de compost ou d'engrais. L'azote fixé par les légumineuses et les nutriments à libération lente des feuilles décomposées soutiendront vos cultures pendant leur croissance initiale. C'est la méthode simple. Un après-midi en automne, des matériaux gratuits et un sol printanier plus performant que tout ce que vous pourriez acheter en sac. Mais que faire si votre terre est plus que fatiguée? Et si elle est si compactée que l'eau stagne en surface et que les racines ne peuvent pas pénétrer au-delà des premiers centimètres? Si vous luttez contre une argile qui sèche comme du béton ou un sol tassé par des années de passage, la méthode simple ne brisera pas cette semelle dure. Vous avez besoin du radis daikon,
un forêt vivant qui perce des canaux verticaux de 45 centimètres de profondeur à travers un sol qu'une pelle ne peut entamer. Commencez de la même manière avec votre culture de couverture d'automne, de pois, d'avoine et de vesse, mais ajoutez du daikon au mélange de graines. Ce ne sont pas les petits radis rouges de salade. Le daikon, également connu sous le nom de radis de labour, développe des racines blanches et épaisses aussi longues que votre avant-bras et aussi larges qu'une canette de bière. Ces racines ne se faufilent pas doucement dans le sol. Elles forcent leur passage verticalement grâce à la pression hydraulique, fissurant les couches compactées, brisant les mottes et créant des canaux pour l'eau et l'air. Plantez-les fin août et, en octobre, ils auront foré profondément dans un sol qui résistait à toute pénétration depuis des années. Lorsque ces racines pourriront au printemps, elles laisseront des autoroutes permanentes vers le sous-sol. Les futures racines des plantes suivront ces canaux directement vers l'humidité et les nutriments qui étaient auparavant inaccessibles. Aucune grelinette n'est requise et aucun travail exténuant n'est nécessaire. C'est juste un radis qui fait le travail de 100 coups de pelle. Au-dessus du sol, votre culture de couverture s'épanouit comme dans la méthode simple. L'avoine domine, les pois grimpent et la vesse s'étale, tandis que les fans de radis se dressent comme des drapeaux verts rugueux. Fin octobre, la planche est une jungle enchevêtrée, dense et vivante. Cependant, au lieu de simplement tout coucher à plat, vous allez accélérer la décomposition de plusieurs mois, transformant cette biomasse en compost brut directement sur la planche. Après que les premières gelées ont ramolli les tiges, utilisez un coupe-bordure avec un fil neuf pour faucher toute la planche à 5 centimètres du sol. Travaillez systématiquement pour que les tiges, les feuilles et les fans de radis tombent en un tas emmêlé sur toute la surface. Ramassez le tout en tas à une extrémité. Vous serez surpris par le volume obtenu, souvent plusieurs brouettes pour seulement 10 mètres carrés. Apportez vos feuilles compactées, pas des feuilles fraîches et légères. Il doit s'agir de feuilles restées dans des sacs ou des tas pendant des semaines, compressées par leur propre poids en tapis dense. Défaites-les à la main ou à la fourche et mélangez-les à votre matière végétale verte en volumes égaux. Ce ratio de moitié de culture de couverture verte, riche en azote, et de moitié de feuilles brunes riches en carbone est vital. Trop de vert devient gluant et anaérobie, tandis que trop de brun prive les microbes de l'azote dont ils ont besoin pour travailler. Des parts à peu près égales créent le combustible parfait pour l'explosion microbienne qui s'apprête à se produire. Voici l'étape que la plupart des gens sautent, ce qui sépare les résultats moyens d'une transformation exceptionnelle. Installez une station de broyage dans votre allée ou sur une bâche. Empilez votre mélange vert et brun de manière aérée et passez la tondeuse dessus à plusieurs reprises. Chaque passage hache la matière plus finement. Vous voulez des morceaux ne dépassant pas 2 ou 5 centimètres, assez petits pour que les champignons et les bactéries les colonisent rapidement, mais pas assez fins pour qu'ils se compactent en un tapis sans air. Gardez la lame de la tondeuse bien affûtée, car des lames émoussées ne font que bousculer la matière sans la couper. Après plusieurs passages, vous aurez un compost grossier, des éclats verts d'avoine et de pois mélangés à des fragments de feuilles brunes, meubles et légèrement humides, sentant la terre fraîche. Si vous n'avez pas de tondeuse broyeuse, hachez-le à la main avec un sécateur ou une machette. Cela prend environ 1 heure pour 10 mètres carrés, mais en mars, vous comprendrez pourquoi cela en valait la peine. Rapportez ce mélange à la planche avec une brouette et étalez-le uniformément sur 5 à 10 centimètres d'épaisseur. Maintenant, couchez tout ce qui reste de tige debout en pressant le tout à plat pour un contact direct avec le sol nu. Ce contact est crucial car la décomposition se produit là où la matière organique rencontre la terre et où les microbes peuvent faire la navette entre les deux. La matière laissée meuble et aérée se dessèche et se décompose lentement. En la pressant fermement, on crée des milliers de points de contact où les champignons et les bactéries commencent à travailler immédiatement. Enterrez le tout sous 15 à 30 centimètres de feuilles entières. Tout comme pour la méthode simple, ce manteau isole, maintient l'humidité, supprime les mauvaises herbes et se décompose de bas en haut. La neige le compacte davantage, tandis que la pluie et l'eau de fonte s'infiltrent, transportant les nutriments plus profondément. Ces canaux de daikon canalisent l'eau directement vers des profondeurs auparavant inaccessibles, hydratant un sous-sol sec depuis des années. Sous terre,
La transformation commence rapidement parce que vous avez réduit la taille des morceaux et les avez pressés contre le sol. Les champignons colonisent les fragments de feuilles brunes, tandis que les bactéries envahissent la matière végétale verte, libérant de l'azote. Les racines de daikon pourrissent de l'intérieur, laissant des tubes verticaux parfaits que les vers de terre dévorent. Le sol ne gèle jamais complètement sous sa double couverture. Les microbes ralentissent donc, mais ne s'arrêtent jamais. Au printemps, ce mélange haché aura disparu dans le sol. Les feuilles entières se seront compressées en un tapis mince, et le sol en dessous, l'argile dure comme du béton du départ, se brisera en morceaux quand vous y enfoncerez une fourche. Pressez-en une poignée, et elle s'émiettera au lieu de former une boule compacte. C'est une réhabilitation du sol sans motoculteur et sans se détruire le dos, en n'utilisant que des graines, des feuilles et le travail patient de l'hiver. L'hiver n'est pas une période de dormance pour le sol. C'est une transformation si vous fournissez les bons ingrédients. Lorsque vous enterrez de la matière végétale verte sous des feuilles isolantes, vous créez un système de compostage à combustion lente directement sur la planche. La matière verte fournit l'azote, tandis que les feuilles fournissent le carbone, équilibrant le régime alimentaire des bactéries, des champignons et des actinomycètes qui décomposent le tout. En été, la matière organique exposée se dessèche ou se décompose si vite que les nutriments sont lessivés avant que les plantes ne puissent les utiliser. L'hiver ralentit tout au rythme parfait. L'humidité reste constante sous la neige et les feuilles, et les températures stagnent là où l'activité microbienne continue, sans brûler les ressources trop rapidement. Les vers de terre creusent des tunnels à travers la matière végétale ramollie, l'entraînant plus profondément et la mélangeant aux particules minérales. Au printemps, ce qui n'était qu'un tas désordonné est devenu de l'humus. La forme sombre et stable de la matière organique, qui retient l'humidité, nourrit les racines et donne au sol cette riche odeur de sous-bois. Les cultures de couverture font double emploi. Leurs racines nourrissent la vie du sol pendant leur croissance en automne et, lorsqu'elles meurent pendant l'hiver, elles laissent derrière elles des microcanaux et un réseau de matière organique qui améliore la structure. L'avoine produit des racines fibreuses denses qui empêchent l'érosion et ajoutent du volume. Et si vous avez inclus du daikon, ces racines massives pourrissent complètement au printemps, laissant des tunnels verticaux qui agissent comme des autoroutes souterraines pour l'eau, l'air et les futures racines des plantes. Vous ne faites pas que nourrir le sol, vous reconstruisez son architecture de l'intérieur. Les deux méthodes reposent sur des matériaux que vous gaspilleriez autrement et ne coûtent presque rien. Pour le mélange de graines, il vous faut des pois fourragés, de l'avoine, de la vesse velue, et pour la méthode intensive, du radis daikon. Achetez-les en gros dans des magasins de fournitures agricoles ou en ligne. C'est bon marché comparé au paquet des jardineries. Pour une planche de 10 mètres carrés, il vous faut environ 500 grammes de mélange de graines. Semez à la volée après avoir retiré les cultures d'été, ratissez légèrement et arrosez une fois si c'est sec. Le moment choisi est le plus important. Dans la majeure partie des États-Unis, de fin août à mi-septembre est idéal. Les feuilles sont gratuites. Ramassez les vôtres ou récupérez les sacs des voisins. Évitez les feuilles de noyer dans les potagers car elles contiennent de la juglone. Pour les outils, il vous faut de quoi coucher la culture, un coupe-bordure et une tondeuse. Même les méthodes simples ont leur piège. La plus grande erreur est de planter trop tard. Si les graines ne s'établissent pas avant le gel, elles ne contribueront pas beaucoup. Une autre erreur est de lésiner sur la couche de feuilles. Il vous faut au moins 15 cm d'épaisseur. Inversement, empiler des feuilles sur plus de 30 cm peut créer des conditions anaérobies. Avec la méthode intensive, l'erreur la plus courante est de ne pas hacher la matière végétale assez finement. Enfin, résistez à l'envie de bêcher au printemps. Laissez la matière organique finir de se décomposer en surface. Bêcher perturbe la structure du sol que vous avez mis tout l'hiver à construire. La véritable récompense arrive en mars ou avril, quand vous voyez un sol sombre et meuble qui sent bon la terre et la fraîcheur. Les planches traitées avec la méthode simple montreront des déjections de vers de terre et des racines tendres entremêlées dans le sol. Les planches traitées avec la méthode intensive seront encore plus spectaculaires, avec un sol compacté s'émiettant sous vos doigts et des canaux de daikon visibles. C'est un sol vivant, résilient et prêt à tout faire pousser.
Ces méthodes visent à reconstruire ce que le jardinage moderne a perdu. Le sol est vivant et ces méthodes hivernales inversent les dommages des pratiques industrielles en imitant la nature. Vous transformez des déchets en trésors et prouvez que les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Au printemps, vous trouverez un sol qui s'émiette comme un gâteau au chocolat, prêt à cultiver sans un seul sac d'amendement. L'hiver est le moment où le vrai travail se fait et vous n'avez même pas besoin d'être là. Quelle méthode essayeriez-vous en premier? La régénération simple ou le sauvetage intensif? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire change votre regard sur le sol gelé de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire naturelle et les techniques qui ont été oubliées. Commencez à planter l'avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de sagesse horticole sera bientôt révélé.